Notre démarche, elle a été d'utiliser des sources numériques finalement assez accessibles et notamment les ressources du Centre virtuel de connaissances sur l'Europe avec le dossier sur la guerre froide qui présente un intérêt évident puisqu'il comporte de très nombreuses caricatures de presse qui sont finalement dans le désordre. Et ce qu'on a pu imaginer, alors je ne vais pas le faire directement ici, ce qu'on a pu imaginer, c'est qu'à partir de cette base documentaire de caricatures de presse qui sont commentées, c'est faire concevoir un dossier spécifique avec des caricatures, mais qui répondent à un objectif qui serait l'objectif pédagogique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors à partir de ces ressources, constitution du glacis soviétique, nous avons évidemment défini une problématique. Comment le glacis se constitue-t-il ? Le glacis, l'ensemble des pays qui passent sous le contrôle, qui ont été en partie, pour partie libérés par l'armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui passent sous contrôle de l'Union soviétique et qui se retrouvent jusqu'à la fin de la guerre froide, intégrés à quelques nuances près, dans le cas de l'Albanie et sans parler de la Yougoslavie, dans le cadre du pacte de Varsovie qui, lui, se constitue en 1955 à partir de la neutralité de l'Autriche. Alors comment ce glacis se constitue-t-il ? Première question. Et comment cela est-il perçu dans l'opinion ? Évidemment, dans l'opinion publique occidentale. L'opinion publique dans les pays de l'Est, même si elle existe, et même si elle s'exprime notamment par un certain nombre de canaux particuliers, dont un que l'on ignore un petit peu trop souvent, qui est celui des blagues, les blagues polonaises, les blagues hongroises, qui sont une forme d'opinion publique, en tout cas d'expression de l'opinion publique bien antérieure aux réseaux sociaux et à Twitter. Juste une référence bibliographique, s'il y en a que cela intéresse, c'est l'ouvrage de Philippe et André Meyer, qui était paru il y a déjà une bonne trentaine d'années, Le communisme est-il soluble dans l'alcool ? Et qui est un recueil de blagues d'Europe de l'Est, finalement, essentiellement russes et Union soviétique, mais qui comporte aussi quelques pépites, notamment sur les blagues hongroises ou les blagues polonaises. Je citerai celle-là qui est terrible et qui traduit d'ailleurs une forme de désespoir de l'opinion publique après 1956. Quelle est la différence entre les Russes et les nazis ? C'est une blague hongroise et la réponse c'est « avec les Russes, tout le monde est juif », ce qui laisse en partie rêveur. Alors, la sélection des images, elle suppose évidemment que l'on recueille des événements caractéristiques, des faits précis. Ça peut être le coup de Prague, ça peut être la répression de la révolte ouvrière à Berlin-Est en 1953, et puis évidemment des documents qui soient lisibles et adaptés au niveau du public pour lequel on travaille. Il est évident que là, le passage collège-lycée, même si parfois elle est de plus en plus poreuse, mais la porosité des barrières, c'est un phénomène récurrent, lisibilité pour le niveau du public, et puis bien entendu, y compris faire travailler des étudiants de première ou de deuxième année, L1, L2, sur ce type de sources documentaires. Alors, la question, c'est évidemment la réalisation, puisque c'est toujours finalement là-dessus que cela doit se terminer, une mise en forme qui soit simple et qui soit rapidement réalisée. C'est aussi d'ailleurs une des caractéristiques, et j'aimerais qu'on puisse éventuellement échanger là-dessus, qui est l'aspect chronophage de l'utilisation des supports numériques. C'est un phénomène auquel on réfléchit, alors qui a d'ailleurs été au sein de l'association des clionotes un sujet de débat. Faut-il nécessairement passer par des animations lourdes qui demandent de la bande passante, qui demandent, surtout quand on connaît l'état, j'allais dire, l'éducation nationale réellement existante. Ça rappelle
un peu, là aussi, ce philosophe allemand de l'Est, Rudolf Barrow, qui disait le socialisme réellement existant quand il parlait de la RDA. Là, c'est l'éducation nationale réellement existante, donc ce que nous pouvons faire avec les moyens qui sont les nôtres, par-delà les successifs plans numériques qui nous sont annoncés, qui pour partie rentrent en vigueur, mais qui ensuite, parfois, ne sont pas toujours réalisés et ne nous permettent pas de travailler comme on pourrait le souhaiter. Donc une mise en forme simple qui soit rapidement réalisée, qui prenne évidemment des exemples les plus variés possibles et qui soient très clairs. Alors là, très clairement, je dirais, j'ai choisi un document qui soit très simple à comprendre. Je ne ferai pas l'injure ici d'en rappeler le sens. Et l'intérêt, évidemment, sur le centre virtuel de connaissance de l'Europe, c'est que toutes les vignettes sont très soigneusement commentées. Alors, évidemment, des exemples variés. Là, nous sommes après la crise de Berlin, la deuxième crise de Berlin, après 1961. Ça fait directement référence à cet épisode où les chars T-52 soviétiques se sont retrouvés face, dans les rues de Berlin, aux chars Sherman de l'armée américaine. Il y avait d'un côté le maréchal Zhukov, de l'autre le général Bradley. Et là aussi, balance de la terreur, ça fait partie de ces images simples que l'on peut utiliser et sur lesquelles on peut, parce qu'au bout du compte, dans la pratique enseignante, c'est finalement ce que l'on peut obtenir d'un élève qui va quelque part s'auto-former par un exercice qu'il aura à faire et qu'il ne faut pas présenter simplement comme ludique, parce que ça, je crois qu'il va falloir peut-être revenir là-dessus. Je peux être en partie, c'est vrai que ça donne une image un petit peu conservatrice, mais je pense que la vraie réalité, c'est au final ce qu'on est capable de faire faire à des élèves et ce que ça leur apporte. Et effectivement, la rédaction d'un petit exercice d'écriture de 5 ou de 7 lignes en collège, à partir effectivement d'une image, qui est aussi un document historique, qu'il va pouvoir, parce qu'on va l'envoyer sur la vignette du CVCE, qu'il va pouvoir commenter, et peut-être même, pourquoi pas, dans une interdisciplinarité avec le professeur de technologie, mettre en forme avec un PowerPoint, enfin, on va dire plutôt un Office Impress pour utiliser les logiciels du secteur non commercial, type OpenOffice, ça fait aussi partie des réalités. Alors parfois c'est un peu embêtant parce que nous-mêmes enseignants, nous sommes formatés par Microsoft Office avec le logiciel à bas coût, et ensuite évidemment nous sommes tentés, nous nous retrouvons confrontés à quelques petites difficultés quand on passe évidemment au secteur libre, mais bon, on a quelques collègues qui sont militants aussi du logiciel libre et qui permettent aussi d'acquérir un certain nombre de techniques. Alors voilà, alors ensuite je vais terminer sur un exemple qui est très simple, c'est cette notice sur une caricature, celle de 1948, qui fait suite au coup de Prague et donc à la prise de contrôle sur la Tchécoslovaquie. Ce qui est relativement rare, c'est que sur une caricature de presse, il n'y en a pas tant que ça, de presse occidentale bien sûr. On montre le ministre des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, qui fut donc le ministère des Affaires étrangères de Staline jusqu'à sa mort et qui aurait pu éventuellement lui succéder. Juste une référence d'ailleurs à Molotov, je reprends, c'est un peu mon fil conducteur, j'y pense beaucoup, avec cet ouvrage « Le communisme est-il soluble dans l'alcool » dont je parlais tout à l'heure. Une des blagues qui est racontée à propos de la mort de Staline dans « Le communisme est-il soluble dans l'alcool » c'est effectivement, Staline vient de mourir, le Politburo est réuni et effectivement les gens sont accablés, etc. Et puis on entend la voix de Molotov qui dit « Mais qui va aller le lui dire ?» Voilà. Juste une petite référence à Molotov. J'ai beaucoup utilisé ces blagues, justement, alors évidemment en les adaptant au public que j'ai eu en face de moi, que ce soit mes étudiants de l'école militaire interarmes, où j'enseigne l'histoire des relations internationales, ou mes élèves du second degré, essentiellement en lycée, depuis pour l'essentiel de ma vie d'enseignant. Donc, à partir de cette notice, qu'est-ce que l'on peut obtenir
en termes de commentaires sur cette caricature, la caricature impact, effectivement, celle qui amène à se poser des questions, et on voit bien l'idée du bouton que l'on presse avec cette vision très manipulatrice de l'histoire sur laquelle on pourrait discuter. Une des questions que l'on pourrait se poser, mais là je dirais qu'on va se la poser entre nous, c'est de savoir ce que fait ce portrait de Marshall qui se trouve sur le bureau de Staline. J'ai pas trouvé, hein, très franchement, le sens que le caricaturiste voulait donner en mettant effectivement la photo de Marshall dans l'ombre du bureau de Staline. Bon, pourquoi pas. Alors, quelle préparation pour un travail de ce type? Une fois de plus, on pourrait le faire, mais je vais repasser la parole à Frédéric Claver. On pourrait le faire, mais on pourra le faire, et je dirais, je vais prêcher, si l'on peut dire, pour, entre guillemets, ma paroisse. Je dirais que ce travail qui a été élaboré sur les bords de Loire, c'est un produit local. C'est un produit local. Il a été élaboré sur les bords du Loire, là où les cléonautes ont installé leur camp de base. Ce travail va se poursuivre sur le site des cléonautes, probablement Clio Lycée, sur un des sites dédiés, et on va l'alimenter. On va essayer de faire un Wikipédia quelque sorte, c'est-à-dire que les contributeurs qui disposeront d'un compte Clionote, comme pour Wikipédia, d'un compte rédacteur, pourront effectivement aller chercher un certain nombre d'images et compléter avec effectivement l'idée de répondre à ce document, à la question posée en problématique, comment le glacis soviétique a pu se constituer. C'est ça aussi le travail collaboratif, et on peut le faire d'autant plus facilement pour nous que dès lors que nous disposons d'un accès Internet, nous ne sommes plus bloqués par tout le système, notamment épouvantable, et que nous sommes les seuls en France à utiliser, et sur lequel il faudra quand même discuter, qui est celui de ces espaces numériques de travail. En fait, ce travail-là, ce travail collaboratif, en classe, pourrait se faire sur un support qui soit un support technique sécurisé, présentant un certain nombre de garanties, du moins en théorie, qui serait l'espace numérique de travail, si tant est que ces usines à gaz puissent fonctionner quelque part. Toutes les remontées que j'ai eues sur l'ensemble, j'allais dire, des 4 coins de l'Hexagone, pour faire une mauvaise formule, montrent que ça ne fonctionne pas de façon satisfaisante, loin de là. Donc, la préparation, c'est l'accès aux données, c'est récupérer, capturer les images par le biais de capture d'écran. Il y a parfois quelques petites surprises sur certains ordinateurs portables pour procéder à une impression écran et en capture d'écran, et la mise en forme. Bien entendu, on utilisera pour cela l'exception pédagogique concernant la récupération des images à des fins non commerciales pour pouvoir effectivement amener un travail qui soit finalement à la fois stimulant parce qu'il va obliger à chercher et à s'interroger sur quelque chose. C'est évidemment si on le fait faire par des élèves, et puis ce que vous allez voir sur le site des Clionotes et qui va se dessiner peu à peu, et qui correspond tout à fait à cette façon que l'on peut avoir, non seulement de prendre la source historique, mais à fournir un produit historique, là en l'occurrence adapté, on va dire, à une première, puisque maintenant la guerre froide est présentée dans les programmes du lycée version 2010, les programmes Châtel en première, comment on peut intégrer cela. Cela peut parfaitement s'intégrer également dans les travaux personnels encadrés, notamment sur l'image. J'ai d'ailleurs un groupe de lycéens qui travaillent sur le culte de la personnalité, notamment en Corée du Nord. Ils ont choisi la Corée du Nord. Ils auraient pu choisir aussi leur prof, mais bon. Voilà. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel on peut, comme association professionnelle, comme praticien, et j'insiste sur ce point, comme praticien de nos disciplines, comment on peut effectivement utiliser des sources numérisées pour réaliser des produits pédagogiques. Et je dis produits pédagogiques, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui soit accessible, que l'on peut faire rapidement dans le cadre de la classe, et dans lequel on peut impliquer le public que nous avons en face de nous, c'est-à-dire nos élèves. Et finalement, et je reviens encore une fois, toujours pour lui rendre hommage, finalement l'esprit dans lequel Patrice Delpin, en 97, j'insiste sur 97, a conçu Cliotext, c'était celui-là, c'est-à-dire mettre à disposition des choses utiles, charge à chacun
de les mettre en forme. Charge à chacun aussi, c'est un secret espoir pour nous tous, de contribuer et d'apporter sa contribution. On sait bien qu'il y a, dans notre métier comme ailleurs, plus de consommateurs que de contributeurs. Mais en tout cas, on essaye, et je pense que l'accès au numérique, surtout lorsqu'on est soutenu, supporté par une recherche de haut niveau, parce que derrière, effectivement, quand on voit ce que fait le CVCE, le Centre virtuel de connaissance de l'Europe, quand on voit ce que fait également le LABEX, avec cette réflexion théorique sur les sources et la construction des sources, ça nous donne, nous, ensuite, quand on est effectivement devant un public qui est un public, entre guillemets, captif, puisque ce ne sont pas des gens qui choisissent d'être là, mais des gens à qui on doit apporter quelque chose, parce que ça fait partie de notre mission, eh bien, nous essayons, effectivement, de mettre tout cela en musique, de créer une synergie, de créer une dynamique. Je dirais qu'on en a besoin. On en a besoin parce que, effectivement, je dirais que planent sur nous différentes menaces sur nos contenus disciplinaires. J'en parlais avec quelques-uns parmi vous dans la salle tout à l'heure. Elles sont toujours présentes. Et effectivement, d'être aussi, quelque part, ces sentinelles vigilantes, mais en même temps actives, et pas simplement crispées sur un quelconque âge d'or et sur une quelconque référence à la chronologie et à nos ancêtres les Gaulois et au roman national. Être ces sentinelles vigilantes, ça fait quand même aussi partie de ce que nous essayons de faire, tout en contribuant, tout en ayant effectivement une production que nous essayons de faire partager et à laquelle nous essayons d'associer l'ensemble de nos collègues dans tous les ordres d'enseignement, je dis bien dans tous les ordres d'enseignement, du primaire, puisque nous faisons effectivement de l'histoire et de la géographie au primaire. Nous avons des auteurs, nous avons des géographes qui rédigent des manuels de géographie pour le primaire, jusqu'au second degré, qui est l'essentiel effectivement de notre activité, mais également les classes préparatoires, voire effectivement certaines grandes écoles. Je parlais tout à l'heure de l'école militaire interarmes, qui est une école militaire particulière puisqu'elle associe des sous-officiers et des soldats du rang d'active qui passent le concours pour l'école militaire spéciale de Saint-Cyr dans le cadre de leur formation, j'allais dire, dans le cadre de la formation continue. Mais donc tout cela, on essaie de le mettre en œuvre, de le réaliser. Et donc voilà, on avance, surtout depuis 2 ans. Mais les Clionotes existent depuis 1998. Il y a une synergie avec Cliotext qui se construit aujourd'hui. Et donc nous essayons d'avancer. Et le LABEX, là-dessus, nous a énormément aidé, matériellement d'abord, il faut aussi le souligner, pour pouvoir continuer à travailler dans cet esprit qui soit contributeur, qui soit mutualiste et qui soit aussi préoccupé par le devenir de nos disciplines et de nos pratiques enseignantes. Voilà, c'était ce que je voulais dire dans le cadre de cette intervention, finalement assez simple, mais je vais redonner la parole à Frédéric Claver pour qu'il puisse conclure et ouvrir d'autres pistes et perspectives.